Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches droits humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des mécanismes d'alerte en matière de droits humains. Alors pour parler de ces mécanismes d'alerte, je voudrais faire d'abord un rappel sur les cadres de la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Donc les textes qui sont dits de soft law, donc qui sont des recommandations en la matière, donc sont les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui ont été repris par les principes directeurs de l'OCDE et d'autres textes. Et donc, ces principes posent 3 piliers en matière de responsabilité des entreprises en matière des droits de l'homme. Le premier, c'est le devoir de protéger de l'État, donc par la mise en place de lois. Et donc, c'est une responsabilité positive de mettre en place les processus pour éviter qu'il y ait une violation de droits humains sur son territoire, qu'elle soit à l'encontre d'une personne commise par une autre personne ou par l'État lui-même ou par l'entreprise. Le deuxième pilier qui est important, c'est la responsabilité même de l'entreprise, indépendamment de celle des États, de respecter les droits de l'homme. Donc c'est une responsabilité de ne pas nuire, de ne pas avoir d'impact négatif qui se traduit, cette responsabilité, par l'exercice même du devoir de vigilance. Et donc le devoir de vigilance dont on parle ici dans ce podcast, c'est précisément le moyen pour l'entreprise de s'assurer de respecter sa propre responsabilité, donc de ne pas nuire aux droits humains. Et le troisième pilier porte sur l'accès à des recours effectifs pour des victimes donc de violations commises par les entreprises. Et donc ces recours peuvent être étatiques, ils peuvent être judiciaires, ils peuvent aussi être extrajudiciaires, comme les points de contact nationaux de l'OCDE, mais aussi, et les principes directeurs rappellent, que les entreprises elles-mêmes doivent permettre aux personnes affectées par leurs activités d'introduire une réclamation et de participer, si besoin, à une procédure légitime donc de règlement des différends. Et ils ajoutent donc dans leur principe 29 que pour pouvoir examiner rapidement les plaintes et y remédier directement, les entreprises doivent établir des mécanismes de réclamation au niveau opérationnel ou y participer pour les individus et les collectivités qui risquent d'être lésés. Et donc c'est là où on retrouve cette exigence de mécanismes d'alerte, de mécanismes de réclamation en matière de droits humains pour les entreprises. Évidemment, vous le savez, on en a déjà parlé, cette exigence a été reprise par la loi française, donc sur le devoir de vigilance, qui parle, elle, de mécanismes d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence des risques identifiés, donc liés à la cartographie des risques, et je vais y revenir. Et la future directive européenne parle, elle, alors on n'a pas le texte encore définitif, mais à minima, de l'obligation d'établir et de maintenir une procédure relative aux plaintes pour les entreprises. Alors l'objectif de ces mécanismes d'alerte, c'est quoi ? C'est finalement de permettre à toute partie prenante potentiellement affectée, potentiellement impactée par les activités de l'entreprise, de la questionner, d'entrer en contact avec elle et d'alerter donc sur ces impacts négatifs, qu'ils soient réels ou potentiels. Donc on voit bien que les parties prenantes potentiellement impactées sont au cœur de ces dispositifs d'alerte, de ces mécanismes de réclamation. Et c'est pourquoi ils doivent être liés, ces mécanismes, aux risques qui ont été identifiés, au risque d'avoir des impacts négatifs donc sur les détenteurs de droits, ce qu'on appelle les détenteurs de droits humains qu'on cherche à protéger, et donc ces parties prenantes dites potentiellement affectées. Alors schématiquement, ces parties prenantes, et c'est aussi la distinction qui a été faite par les normes de durabilité donc liées au reporting extra-financier de la CSRD, les normes sociales, donc ce sont d'abord les travailleurs de l'entreprise, qu'il s'agisse des travailleurs de l'entreprise elle-même comme de ses filiales, ensuite les travailleurs de la chaîne de valeur, les consommateurs et utilisateurs finaux et les communautés affectées. Et je vous renvoie sur les communautés à un podcast qu'on avait fait avec Céline Pires, donc sur les communautés locales. Alors l'objectif de ces mécanismes de réclamation, je l'ai dit, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, d'entrer en contact avec les entreprises.
Évidemment, c'est aussi très précieux pour les entreprises parce qu'elles ont tout intérêt à savoir ce qui se passe pour pouvoir anticiper les atteintes aux droits humains et à l'environnement, pour pouvoir les faire cesser au plus vite, faciliter une réparation éventuelle des dommages si elle estime qu'elle a été responsable. Et ces mécanismes d'alerte participent aussi, dans une démarche plus globale d'amélioration continue, au dispositif de vigilance dans son ensemble, à l'identification des risques et à la gestion de ces risques. Ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'il y a différents types de mécanismes d'alerte qui sont mis en place et qui peuvent être considérés comme des mécanismes de réclamation relatifs aux droits humains. Alors, le premier qu'on voit, et l'application de la loi française est assez significative à cet égard, c'est le dispositif d'alerte éthique global, donc qui est au niveau groupe d'une entreprise, donc souvent matérialisé par une mail ou par un mail ou une plateforme téléphonique, et qui couvre et qui rejoint tous les enjeux finalement d'éthique des affaires et qui couvre les enjeux liés à la loi Sapin 2 pour la loi française. Donc c'est vraiment le dispositif d'alerte global qui est utilisé et qui est mentionné comme le dispositif d'alerte et de recueil et de signalement dans les plans de vigilance des entreprises. Après, on peut aussi voir d'autres dispositifs qui sont plus dédiés à certains enjeux, mais toujours au niveau global. Je pense à des dispositifs d'écoute téléphonique liés à des risques de discrimination ou des risques psychosociaux ou des risques liés à harcèlement. Et donc, il y a des entreprises qui ont mis en place des dispositifs un peu dédiés à ces enjeux. On peut aussi penser aux dispositifs dédiés aux clients, donc tout ce qui est service réclamation, la question des médiateurs et des entreprises qui ont des médiateurs spécifiques pour recevoir les plaintes liées aux clients. Alors, il n'y a pas que les droits humains, mais on peut aussi retrouver des enjeux liés aux droits humains. Par exemple, les dispositifs liés aux patients dans le secteur pharmaceutique. L'idée, c'est aussi de pouvoir permettre aux patients d'alerter sur des effets indésirables, etc., et des effets sur leur santé. Donc, ça peut très bien être considéré pour certains secteurs comme des dispositifs d'alerte et de réclamation. Et on trouve aussi des entreprises qui développent, au-delà de leurs dispositifs d'alerte éthique, qui sont souvent ouverts aux fournisseurs, ouverts aux parties prenantes externes, qui développent des dispositifs dédiés à leurs fournisseurs, et par exemple des dispositifs de Worker Voice dont j'ai déjà parlé, qui permettent d'aller cibler directement les travailleurs dans la chaîne de valeur. Alors là, je vous ai plutôt cité des mécanismes qui sont formalisés dans les entreprises, mais évidemment, il y a tout un tas de mécanismes d'alerte qui sont beaucoup moins formalisés, qui passent par le dialogue, alors le dialogue managérial déjà, le dialogue RH, le dialogue syndical, mais aussi des exemples de mécanismes opérationnels au niveau d'un projet, par exemple, pour des grandes entreprises industrielles, qui, selon l'objectif, selon les cibles, ne sont pas nécessairement formalisés avec une adresse mail, avec un numéro de téléphone, mais ça peut être juste une personne qui est identifiée et communiquée comme un peu le réceptacle des plaintes ou des réclamations, ou même une boîte aux lettres, peut servir de mécanisme de réclamation. Concernant les critères d'efficacité d'un mécanisme de réclamation, donc là encore, les principes directeurs des Nations Unies en citent un certain nombre. Je vais en reprendre quelques-uns. Donc déjà, il faut qu'il soit légitime, et ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir confiance dans le dispositif, qu'il soit indépendant, qu'il soit objectif, que les acteurs internes soient formés à la réception et au traitement de ces mécanismes. Donc vraiment, la question de la légitimité du dispositif est importante pour qu'il soit évidemment utilisé. Il faut aussi qu'il soit accessible, c'est-à-dire connu par les cibles potentielles, compréhensible, qu'il y ait des garanties de confidentialité et de protection, qu'il soit prévisible en termes de procédures, de délais, de sanctions, etc. Et finalement, que les personnes susceptibles de les utiliser aient assez confiance dans ce dispositif pour s'y tourner, s'y référer et pouvoir rendre compte de leurs difficultés ou de leurs questions par rapport à leurs droits humains. Donc en pratique, comment initier, mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes d'alerte. Donc je le rappelle, le point de départ, c'est quand même la cartographie des risques, puisque ces mécanismes d'alerte doivent viser les détenteurs des droits, donc doivent être liés aux risques les plus sévères et les plus impactants pour les personnes. Et souvent, les cartographies des risques sont aussi l'occasion de cartographier les parties prenantes potentiellement impactées.
Ensuite, il faudra définir le mécanisme d'alerte pertinent. Alors, j'insiste, la loi française parle d'un mécanisme d'alerte de recueil de signalement, mais la réalité, c'est qu'ils doivent être relatifs aux risques identifiés. Donc, s'il en faut plusieurs pour vraiment capter l'ensemble des personnes potentiellement impactées, il faudra, en termes d'effectivité, en mettre plusieurs en place. Donc, définir le ou les mécanismes d'alerte, que ce soit global, que ce soit par enjeu, par cible, le format, est-ce que c'est une téléphone, est-ce que c'est un email, est-ce que c'est des personnes référentes, etc. Il y aura une question aussi de mise en place de la gouvernance du mécanisme et des politiques dédiées, donc dans le recueil et le traitement des alertes, la formation éventuelle des enquêteurs si besoin, et après s'assurer dans la mise en place du mécanisme que les conditions effectives d'utilisation soient créées, et notamment, je le répète, la question de l'accessibilité aux cibles en termes de format, de langage, de communication adaptée, les garanties apportées aux lanceurs d'alerte, donc en termes de confidentialité, mais aussi de non-représailles. Alors, on a en Europe et en France la loi maintenant sur la protection des lanceurs d'alerte, mais il faut bien s'assurer que ce soit pour tous les mécanismes de réclamation mis en place par l'entreprise. Et il faut évidemment, créer des conditions de confiance pour que ces mécanismes soient utilisés. Et enfin, ne pas oublier, je le répète, que ce mécanisme d'alerte est une étape à part entière du devoir de vigilance, du processus de vigilance, qu'il doit être inscrit dans une démarche d'amélioration continue, parce qu'il permet d'alimenter les risques et il permet aussi cet engagement avec les parties prenantes et de créer ce dialogue avec les parties prenantes potentiellement impactées. Donc voilà pour les mécanismes d'alerte. Voilà ce que je voulais vous dire en termes généraux. Évidemment, ça dépendra des parties prenantes que l'on cherche à viser et à utiliser, mais globalement, j'insiste vraiment sur l'importance de ces mécanismes d'alerte, et c'est peut-être la spécificité aussi du devoir de vigilance et de cette approche d'identification et de gestion des risques. Donc, ces mécanismes d'alerte, on ne les retrouve pas dans d'autres processus, on va dire, de conformité ou de gestion des risques dans les entreprises. Voilà pour aujourd'hui, et donc je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.